Alors, un mot d'Alexandra François-Cuxac, qui a le micro, c'est Oui, formidable. peut-être dire que la réforme du monde HLM et du secteur du logement général, elle est à peu près appelée de ses voeux par tout le monde. Oui, mais Simplement, personne ne le faisait jusqu'à présent, simplement soyons honnêtes. personne ne le faisait. Je crois qu'il ne faut pas être trop injuste par rapport à ce gouvernement qui essaie de s'attaquer un peu au sujet dans la suite de ce qui s'était déjà passé auparavant. Moi, je rappelle que les promoteurs privés ont pris leur part de responsabilité là-dedans lorsque la SRU est sortie et qu'on leur a demandé de produire 25% de logements sociaux dans leurs opérations privées et acheter à des terrains, à des propriétaires privés. On n'a pas vu les promoteurs descendre dans la rue et on n'a pas vu de promoteurs faire du chantage. Je crois qu'il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Il faut que le débat soit ouvert. La difficulté dans cette cacophonie générale, c'est qu'on veut réformer le secteur du logement en 2 mois. On parle d'un projet de loi de finances qui est là, qui est dans un contexte de fiscalité, de financement, mais pas de réformer l'ensemble du secteur. Donnons-nous un peu de temps. Je crois que les mots de monsieur ont été assez sages et j'en avais pas entendu ces derniers jours du monde HLM de la sorte. Je crois qu'il faut que vous fassiez des propositions, ça me paraît évident. Moi, je me suis ingérée le moins possible dans ce débat parce que je pense que ce n'est pas la légitimité de la Fédération des promoteurs immobiliers de s'en mêler, même si nous sommes partenaires. Nous considérons que nous produisons déjà 40% de logement social sur nos fonds propres et c'est déjà très difficile. La seule chose que je ne souhaite pas, et vous le comprendrez, c'est que finalement le prix de la VFA au monde HLM soit la variable d'ajustement du sujet. Quand j'entends parler d'augmentation de TVA ou de ressources fiscales de la sorte, pourquoi pas, mais il faudra quand même faire attention à ne pas faire endosser ça aussi au secteur privé, parce que la critique qu'on entend aujourd'hui et que le professeur Mouillard a évoqué, c'est le sujet du logement cher. Oui. Et le sujet du logement cher, je rappelle juste que le logement privé, à chaque fois baisse le prix du logement social, il se renchérit. Donc la contribution, j'allais dire, du privé à la production de logement social dans le pays, elle est arrivée à sa quintessence et on ne peut plus user de cet outil-là. Je crois au contraire qu'il faudrait réformer en profondeur de manière à ne pas toujours compter sur la partie privée pour faire du logement social. Ça ne me paraît pas un modèle économique judicieux. Merci. Au nom de la mixité, nous le faisons, nous avons le devoir de le faire, et c'est très bien, mais je ne pense pas qu'il faut en faire un modèle économique. Et c'est de ça dont on parle. Quel est le modèle économique de production de logement social dans ce pays dont on veut, dont on a besoin, et les outils viendront. Donc ça ne me choque pas d'avoir ce débat. Ce qui me choque, c'est de vouloir le précipiter en 2 mois, de le rendre partisan alors qu'il devrait être au-dessus de toute notion partisane politique. Bien sûr, c'est pas le sujet d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà, et moi je pense qu'il faut qu'on remette beaucoup d'apaisement là-dedans. On est dans un projet de loi de finances qui a un début, un milieu, une fin. Protégeons le maximum de logements qui sont déjà engagés en négociant l'article je ne sais plus combien de la transition. Et puis un petit mot sur la fracture territoriale. La fracture territoriale, elle est ancienne. Elle s'accélère avec le phénomène de métropolisation. Monsieur le ministre disait que depuis 10 ans, c'était encore plus grave. Je crois qu'il faut aussi faire attention de ne pas aller produire des logements dans les territoires qu'on appelle aujourd'hui B2 non éligibles et C, où il n'y a pas de demande, où il y a déjà de la vacance. Donc je crois qu'on a 1 an avant la révision de notre zonage, ça va être l'occasion de se poser les bons indicateurs, de voir où est la demande et de faire suivre la production de logements à l'activité économique. Parce que je ne pense pas sain d'aller produire du logement qui soit social ou privé dans des zones où il n'y a pas de demande. Et ce zonage, il a évolué. Il a encore 1 an avant d'être repris. Donnons-nous ce temps, et c'était le sens de mes propos pendant toute la durée des débats. Donnons-nous l'année 2018 pour échanger sereinement avec le gouvernement, avec l'Assemblée, avec les députés qui sont dans les territoires, Et même avec qui le Sénat. connaissent leur secteur, avec les promoteurs qui connaissent leur secteur, de manière à essayer de produire. Moi, j'avais fait une proposition à la fédération qui était de produire avec des contingents, que ce soit du Pinel ou du PTZ. Le PTZ est déjà sous contingent, il y a déjà un contingent générationnel à 2 milliards et quelques. Mais le Pinel, non. Moi, je n'étais pas favorable à l'ouverture du Pinel en B2 et en C, comme ça, en voiture. Voilà, je crois qu'il faut le faire en fonction du besoin. Donc, ce besoin-là, il demande encore à être analysé, à être sondé, et je crois qu'il ne faut pas ajouter à la précipitation d'une loi de finances d'autres sujets. Est-ce qu'on ne mériterait pas aussi une révision de ce qu'est une zone détendue? Parce que la zone détendue, c'est celle où il n'y a pas de demande de logement social. Mais s'il n'y a pas de logement social, je ne vais pas demander un logement social. Si j'ai bien compris la définition. Oui, mais tout ça avec beaucoup de vigilance, parce que je crois que les territoires, qu'on peut appeler comme on veut, il y a des territoires semi-tendus qui ont émergé aujourd'hui, et puis il y a vraiment des territoires... Bon.
je pense que ces territoires-là doivent d'abord être analysés pour être en partie protégés. Je ne pense pas que le modèle de métropolisation doit se reproduire partout. Je crois que ces territoires-là ont des besoins, des spécificités qui sont très différentes des territoires métropolitains, qu'il faut les considérer comme tels, qui peuvent être des territoires d'avant-garde, qui peuvent concentrer une certaine dose d'innovation, peut-être d'économie sociale et solidaire différente de ce qu'on a pu faire, peut-être ne pas répéter les erreurs des métropoles, mais en prendre aussi les bonnes pratiques. Je crois qu'en termes de financement, il va falloir discuter des services publics, comment on trouve de la valeur, comment on crée de la valeur. La fédération, j'avais fait une proposition dans mon bouquin qui était de proposer de prendre une partie de la TVA immobilière sur les ventes de logements affectés à un fonds qui serait redonné à des maires, des bâtisseurs de ces territoires-là, pour essayer de les accompagner dans la production de services publics, d'équipements. Et puis, je crois que le principal doit d'abord être fait pour attirer l'activité économique, pour attirer les entreprises et pour rapprocher le logement des gens de leur emploi, et pas d'aller créer des cités dortoirs en zone C ou en zone B2 où il y a Oui, peut-être certainement la demande parce que tout le monde rêve d'y habiter, mais malheureusement, il n'y a pas forcément l'emploi qui va avec. Donc, je crois que les deux doivent être complètement soudés. Peut-être un mot de Dominique Duban sur ces questions. Oui, sur deux éléments. Le premier, par rapport à la taille des organismes, je crois que c'est assez difficile d'avoir une taille forcément universelle sur l'ensemble du territoire. Donc, Non, je pense qu'au niveau des régions, il faudrait acter que les préfets de région pourraient être partie prenante des agréments futurs avec une taille qui effectivement peut être un facteur d'efficacité. Mais là aussi, ramenons ça à la diversité des territoires et non pas une règle forcément universelle. Sur la taille, on entend des fois la taille permet d'avoir moins de frais de fonctionnement. Moi, je ne reprends pas ça à mon compte. Simplement, la taille permet d'avoir une assise financière, c'est vrai, une solidité financière qui permet de se projeter sur 3, 5 ans, de prendre des engagements de foncier, de créer de la réserve foncière. Donc c'est ça, je crois, le fondement de pouvoir regrouper les organismes. Et puis par rapport à la taille, d'avoir aussi des organismes qui puissent être spécialisés, notamment pour le portage des murs de résidence, par exemple, qui n'est pas tout à fait le même métier qu'un bailleur social classique. Il peut y avoir aussi du logement intermédiaire, c'est le cas aussi. Voilà, donc je crois qu'il faut effectivement être volontariste sur le fait de bouger, parce que je pense que le tissu peut tout à fait se transformer pour être plus efficace, au service du choc de l'offre, au service d'un certain nombre de choses. Deuxième remarque sur les zones tendues et détendues. Je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, il n'y a pas de zone qui ne mérite pas d'investissement. Alors, qu'il y ait des zones où il n'y a pas besoin d'offres nouvelles en grande quantité, oui, mais toutes les zones, mais c'est un problème d'aménagement du territoire et d'attractivité des zones qui souffrent d'un point de vue économique. C'est-à-dire que si vous avez des centres-villes où la moitié des boutiques sont fermées, les logements sont vacants, et que vous n'avez pas l'amorce d'un cercle vertueux, vous n'avez aucune chance de rebondir, et ça c'est tout le travail de la contractualisation qu'on pourrait avoir entre les organismes HLM, les différents acteurs promoteurs sur les villes moyennes, avec un engagement sur 4-5 ans d'investissement, un peu une enrue, mais qui soit plutôt de type centre-ville, redynamisation des villes moyennes, parce que là pour le coup les besoins sont très importants. Et les zones tendues, zones détendues, moi ça me convient pas parce que c'est trop brutal. Toutes les situations, elles dépendent d'une contractualisation territoriale. Alors Guillaume Vuilletet et Marc-Philippe Daubresse souhaitaient réagir. Logiquement. C'est moi Allez, qui parle le oui, premier. l'Assemblée commence. Non, mais étant moi aussi sur un territoire, parce que ça paraît bizarre, mais on est quand même élu sur des territoires. Et oui. Vous savez, je suis Val d'Oise et je suis dans la vallée de l'Oise. Ça veut dire que ma ville, c'est Méry-sur-Oise. C'est très beau, je vous invite à aller voir. Absolument, c'est très joli. C'est magnifique. On est à côté de Cergy. À Cergy, on est typiquement dans le bout de la zone tendue, on va dire. Loyer HLM maximum 10 € par mois, loyer privé 15 € par mois. Au milieu, il y a 25% des ménages. Donc l'idée de l'investissement dans le logement intermédiaire, je tiens à en parler quand même, c'est une nécessité de rétablir la marche intermédiaire qui permettra de décongestionner tout le reste et de peser d'ailleurs à la baisse sur les loyers. Mais moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'est pas question d'abandonner les zones détendues. D'ailleurs en effet, je pense que ça mériterait d'être redéfini complètement cette histoire-là. Parce qu'il y a un impératif de réaménagement du territoire, de restaurer une forme de maillage territorial au travers des villes moyennes, et encore une fois, c'est un des objectifs de la mission d'information que nous avons créée, de réinvestir, et j'aime bien l'idée de l'ANRU des villes moyennes qui pourrait intervenir, et des centres anciens. Il y a de la restructuration lourde, c'est pas du neuf, en effet, on est bien d'accord, mais il y a du bâti qui est ancien, et même dans ma commune, qui est une petite commune de 10 000 habitants,
qui est pourtant à la marge de la zone dense de la métropole, eh bien, on touche aussi déjà à ça. C'est-à-dire avec les commerces qui ferment, qui ne sont pas adaptés, les logements qui sont divisés en 15 pour pouvoir faire des chambrettes qui sont louées. On est à la limite du marchand de sommeil, d'ailleurs, à ce niveau-là. On ne sait pas toujours officiellement, mais enfin, c'est quand même on est à la limite de tout ça. Et là, il va falloir un réinvestissement fort de tous les partenaires, de l'État, mais pas que de l'État. On a bien compris que ce n'est pas que l'État qui pouvait financer tout ça, pour restructurer et pour redonner une attractivité à ces territoires-là. Marc-Philippe Daubresse. Oui, 2 mots. Un, les zones tendues, détendues, tout ça, les A, les B2, les C, machin, etc. C'est totalement obsolète. Totalement obsolète. Et on ne tient pas compte des schémas projectifs qu'on fait, ce qu'on appelle les SCOT aujourd'hui, les différentes agglomérations, moyennes d'ailleurs ou grandes, qui, quelque part, se sont projetés dans l'avenir, ont pensé leur développement économique, ont pensé leur mixité sociale, et quelque part, on nous dit, venant d'en haut, attendez, là, c'est du C, B2, machin. Non, mais attendez, pourquoi on n'a pas une... Je suis de l'avis d'Alexandra là-dessus. Pourquoi on n'a pas une contractualisation avec des contingents? Bien sûr que l'État, il ne peut pas ouvrir les vannes tous azimuts et faire n'importe quoi. Et quelque part, dans cette contractualisation, avec la communauté d'agglomération, on discute. Pourquoi le deuxième aspect sur l'agence de cohésion des territoires, qui est une bonne idée, mais si on veut faire une ANRU des villes moyennes, il faut quand même un petit peu de carburant, quoi. Et quelque part, qu'est-ce qui a marché dans l'ANRU? L'idée géniale de Borloo, c'est quoi? C'est l'effet levier. Avec 1 euro, je fais 100 euros. Bien sûr. Je suis sur de l'investissement, j'emprunte, donc 100 euros, ça me coûte 10 euros par an. Les 10 euros, je mets tous les acteurs autour de la table et je dis à la ville, vous allez payer 10% de 10 euros, donc avec 1 euro, vous faites 100 euros, hein, pour simplifier. Et mieux, on a fait une réforme de la dotation de solidarité urbaine et on a été piqué aux plus riches des agglomérations pour donner aux agglomérations les plus en besoin. Et donc, dans certaines villes, ça a été avec 0 euros. Je fais 100 euros, c'est quand même mieux que les noces de Cana, quoi. Bon. Oui. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut faire la même chose. Mais quand vous dites dans les villes moyennes, Orléans, Angoulême, etc., que vous allez faire ça, mais que vous piquez de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement aux villes de plus de 50 000 habitants, mais encore une fois, vous êtes dans l'incohérence. Il faut une cohérence à tous les niveaux de ça. Et donc, si vous voulez faire une agence de cohésion des territoires, très bonne idée, moi je suis pour, il faut quand même quelque part que l'effet levier puisse se produire. Même chose sur la politique de la ville. Si vous n'avez plus les bailleurs sociaux au rendez-vous, vous pourrez mettre des milliards en plus, ce sont des milliards virtuels, ce n'est pas des milliards réels. Donc, il faut vraiment repenser l'ensemble de l'architecture et je termine par là, il faut territorialiser l'action de l'État pour qu'on y arrive. C'est un gros sujet. Je sens qu'on est d'accord dans la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Parce qu'on ne vous voit mal, mais peut-être qu'il y aurait une ou deux questions. C'est toujours difficile, c'est toujours la première qui est la plus difficile en général. Soyez courageux. Vous êtes sûr? Je ne vois rien. Si, allez-y, madame. On va vous donner un micro peut-être, non? Là, le voici. Présentez-vous et puis nous vous écoutons. Ça doit marcher. Bonjour, je me présente Valérie Berton, je suis fondatrice et directrice générale d'un groupe de résidence services seniors Les Essentiels. On est donc assez fréquemment en contact avec des élus et j'ai une question assez simple. La loi ASV, donc accompagnement de la société pour le vieillissement, votée le 28 décembre 2015, a donné un statut à notre profession, résidence service senior. Le sujet qui a été abordé et qui figure dans cette loi, c'est que les bailleurs sociaux pourront flécher les seniors qui aujourd'hui vivent dans des HLM, Monsieur le ministre l'a précisé, des appartements de grande taille, des personnes âgées qui vivent aujourd'hui dans des T3 ou dans des T4, qu'on pourrait accueillir dans les résidences mixtes, puisqu'on fait des résidences privées adossées à des résidences à vocation sociale. On travaille avec les bailleurs sociaux, on travaille avec des promoteurs qui essaient de mettre en place ces projets. Aujourd'hui, je le rappelle, le décret n'est toujours pas sorti. Ah, ça c'est le gros... Ça va faire 2 ans. Monsieur le ministre, vous rencontrez Jacques Mézard. Je pense que c'est un vrai sujet qui pourrait aujourd'hui aider et les promoteurs, les bailleurs sociaux. Et nous, on a volonté donc de faire des résidences de mixité sociale. C'est aux marges de notre sujet d'actu, mais en fait, il y a quand même une actu puisqu'on attend le décret. Qui veut répondre sur ce sujet? Tout le monde est d'accord?
Mais oui, ah bah voilà, les décrets. Écoutez, moi j'ai encore un ou deux membres de mes anciens cabinets dans la salle. Les décrets, il faut faire une opération hors sec et dire écoutez, ça suffit les gars, dans 15 jours, tout le monde autour de la table et on sort une tripotée de décrets. Le problème, c'est que le réglementaire en France a pris le pas sur le législatif, que le législatif est trop bavard et que le contrat avec les territoires n'est pas assez présent. Donc il faut tout réformer, on est C'est un d'accord. sénateur qui dit ça. Mais si on veut en sortir des décrets, c'est pas compliqué. Il faut mettre tous les membres du cabinet autour de la table et puis on y aller en espérant qu'il n'y ait pas des arbitrages contraires qui reviennent au dernier moment sur D'ailleurs, tel ou tel décret. Peut-être, oui. Alors, le député, d'accord. Oui, assez, oui. Mais je transmettrai la remarque cet après-midi aux questions d'actualité. Parce que je pense qu'en effet, il y a beaucoup de bon sens dans tout ça. Malgré tout, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, tout le monde est convaincu de quelque chose, mais ça met parfois beaucoup de temps à sortir. Pour autant, juste parce que ça m'a fait me souvenir qu'il y a la question du bail à vie qui est posée à un moment donné. Bien sûr. Non, je pense qu'il faut sortir de cela. On ne peut pas être dans l'idée que le logement social est une situation qui est acquise à jamais, quelle que soit l'évolution des personnes. Mais pour que ça, on puisse le mettre en œuvre, il faut en effet qu'il y ait un débouché. Et le débouché, ça ne doit pas être une moindre qualité de vie, ça ne doit pas être des difficultés supplémentaires. Et en effet, cette situation que là, on vient de découvrir avec l'intervention de Madame, enfin, qu'on vient de pointer avec l'intervention de Madame, elle est évocatrice du fait qu'on ne peut pas changer cette règle-là si jamais on n'a pas la suite des raisonnements. C'est une immense question, parce qu'on voit aussi que là aussi, si on touche à l'idée du bail éternel sur le bord d'HLM, les sujets vont être complexes. Une deuxième question de la salle, peut-être ? Allez. Non, visiblement. Non, visiblement non. Catherine, une dernière question ? Moi, j'ai une question qui doit être débattue ce matin au Conseil des ministres. On parle du choc d'offres en matière de logement privé, et je crois que ce matin, on va parler de la transformation de bureaux en logement comme réservoir potentiel de création de logements. Est-ce que là-dessus, il y a un vrai débat en cours ? Est-ce que ça fera partie de la loi Habitat, Mobilité de février prochain ? Et concrètement, comment ça peut se faire et qu'est-ce que ça peut produire ? Par exemple, l'Île-de-France, c'est 5 millions de mètres carrés vacants, de bureaux vides, qu'on pourrait peut-être utiliser plus judicieusement. Et puis Catherine, on voit aussi actuellement des modifications très profondes de l'utilisation des bureaux, notamment ce qu'on appelle le coworking, etc., qui vont sans doute changer la donne de beaucoup d'immobilier, par exemple à Vary-Haussmannien, qui a été utilisé en bureau et qui demain sera peut-être moins efficace en matière de bureaux et peut-être plus efficace en matière de logement. Oui, c'est le sujet de la rénovation de la ville sur elle-même aussi, des friches industrielles, de bureaux qui sont trop anciens, donc obsolètes, et qu'il est plus préférable de transformer en logement, peut-être un logement plus contemporain, un peu plus différent du logement classique qu'on a connu, notamment pour le territoire francilien. Mais c'est un sujet qui est important pour les promoteurs parce qu'on manque terriblement de logements dans l'hypercentre des villes, des grandes villes, des métropoles. Ce sont en général des territoires qui sont très bien placés, des terrains qui sont bien placés. Donc, c'est un sujet important. Ce qui est débattu en ce moment porte surtout sur un sujet de fiscalité où il faut que les sociétés... Il y a un petit intérêt à le faire. Il y a intérêt à le faire, notamment en prorogeant un IS à 19% au lieu de 33%, par exemple. Par exemple. Dominique Duban, il y a la question des ventes à la découpe. Aussi. J'en parle parce que ça s'est fait sous mon ministère. J'ai fait appeler la loi Aurillac pour qu'elle ne s'appelle pas Daubresse. Et je dis, il faut quand même revoir la question des ventes à la découpe si on veut que les institutionnels reviennent un petit peu plus dans le logement. Voilà. Il semble revenir. On Il semble a un certain nombre dans la salle. Absolument, donc, on les salue d'ailleurs. Dominique Duban. Non, simplement sur les transformations de bureaux en logement, parce qu'on a actuellement des opérations que l'on réalise. Il ne faut pas se leurrer sur la quantité possible. Il faut le faire. Il faut essayer de moi, je suis partisan qu'on déverrouille partout où il y a des verrous. Pour les grandes rivières. Simplement, ça coûte aussi cher que le neuf. Parce que les bureaux ne sont pas conçus, il n'y a pas suffisamment de gaines de verticales pour desservir les salles de bain, etc. Donc, il ne faut pas imaginer que ça va être moins cher. Et puis, on a la situation de bureaux qui sont dans des zones d'activité. Et là, vous n'avez pas de commerce, vous n'avez rien. Donc, c'est plus compliqué. Il faut le faire, il faut regarder comment on peut favoriser fiscalement, etc. Parce qu'il y a des endroits où ça pourra se faire. Simplement, il n'y a pas de solution miracle là-dedans. Par contre, déverrouiller la surélévation des bâtiments
aussi, hein, toute une série sûr. d'immeubles des années 60 où on peut tout à fait retrouver 1 ou 2 étages. On le fait aussi également sur Paris, intramuros. Donc je crois c'est là qu'il y a l'intérêt de mettre tous les partenaires autour de la table et d'avoir des mesures un petit peu de quincaillerie, on va dire. Hein. C'est peut-être pas des grandes envolées, mais on déverrouille partout et on regarde comment ensuite, contractuellement, on peut au niveau des territoires, s'engager sur un certain nombre de choses, que les collectivités peuvent avoir aussi leur rôle dans le déverrouillage de certaines. Déverrouillons à fond. Christophe Robert, vous êtes pour Oui. déverrouiller? Oui, mais pas en bricolant. Enfin, c'est-à-dire que si on veut répondre au problème du logement massivement, qui est un problème de société majeur, qui touche quand même beaucoup de territoires, beaucoup de monde, qui a un impact sur la santé, sur la scolarisation, sur le vivre ensemble, globalement sur la ville dans son ensemble, enfin tous les sujets. C'est-à-dire que le problème que l'on a, et c'est ce qu'on a dit à M. Macron et au Premier ministre, c'est de dire, si vous prenez le logement d'une manière uniquement comptable, sans mesurer tout ce que ça implique pour notre vie quotidienne à tous, des plus fragiles aux plus modestes, aux personnes âgées, etc., vous aurez de toute façon toujours envie de faire des économies. Si vous voyez quel est l'impact sur les coûts évités, les coûts sanitaires, sociaux évités, parce que par exemple on dépense, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'argent inutilement sur le front de l'hébergement d'urgence ou de l'hôtel, parce qu'on n'a pas su structurellement apporter une réponse satisfaisante à tout le monde. Donc attention à bien positionner le logement dans sa juste place dans la société. Mais s'il faut faire feu de tout bois, moi je pense qu'il y a aussi un enjeu, qui est la mobilisation des acteurs privés pour réussir à faire sortir du logement moins cher que le marché. La mobilisation du parc privé à des fins sociales. Dans une logique de gagnant-gagnant, je salue Madame la Ministre à qui on avait remis un rapport en fin de quinquennat, qui avait commencé par la fiscalité à pouvoir apporter un élément de réponse. Il y avait beaucoup de propositions, on avait travaillé avec les acteurs économiques, les acteurs associatifs. Je pense qu'il y a des propriétaires ici qui sont prêts à descendre en dessous du marché, à condition d'être bien sécurisés sur les loyers, d'être sûr d'avoir les loyers, ce qui est bien légitime, d'avoir des garanties sur les réparations, à condition que ça soit simplifié en termes de fiscalité, que ça soit suffisamment attractif financièrement par rapport à la perte de loyer liée au fait qu'on ait un loyer en dessous du marché. Je pense que dans ce domaine-là, à côté du logement social, à côté de la production dans son ensemble, il y a matière. Alors, les acteurs économiques de secteur parlent d'un statut du bailleur privé. Oui, on en parle depuis on peut longtemps. discuter, Hein. oui, tout à fait. Mais quand on a mis ce rapport à la fin du quinquennat précédent, on avait essayé de dire, allez, à quel moment ça peut être justifié de mettre des moyens et à quel moment c'est intéressant pour les propriétaires et ça répond à des besoins sociaux. Je pense qu'il faut qu'on ait une réforme du logement qui soit très axée sur la territorialisation, on l'a dit, parce que ça ne sert à rien de penser blanc, noir, tendu, non tendu. La réalité, elle est beaucoup plus complexe, on l'a tous dit, mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi une lecture de tous les segments. Oui. Vous avez dit l'intermédiaire, le trait social, le parc privé à vocation sociale, la rénovation, les situations des personnes. Et c'est là où on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, ce gouvernement a dit, allez, j'attaque. J'attaque parce que il faut peut-être bousculer, je ne sais pas quoi. Mais c'était sans doute son idée. On peut peut-être dans la méthode un tout petit peu changer la donne. Je crois que c'est ce qui était appelé sur la forme. De la part de plusieurs personnes. On sent que la Guillaume Villetet, et puis on va conclure. C'est terrible parce que en fait, je voulais réagir sur l'idée de l'innovation des bureaux, etc. Mais à chaque fois, la conversation fait que. Oui, bien sûr, on va sur tellement de sujets. C'est comme ça. Oui, d'une part, moi, je suis d'accord sur la mobilisation de tous les acteurs, évidemment, et c'est là-dessus que nous sommes. Pour faire en sorte que les acteurs privés, le parc privé puissent contribuer à ça, il faut aussi se dire que peut-être qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le niveau de loyer dans le parc privé augmente toujours davantage. Et que là aussi, il y a des termes de l'offre, et c'est ça aussi le but du choc d'offre, de faire en sorte que le choc d'offre pèse sur les loyers et permette de rétablir une fluidité. Juste un mot sur l'innovation. D'une part, on est français, donc on veut un principe universel et on divise le nombre de mètres carrés disponibles par le nombre de logements potentiels. On arrive à un résultat. Trouve la solution. Évidemment, ça ne marche pas. On parle de territorialisation et des segments qui sont différents. Là aussi, évidemment, tout ça doit s'adapter. Mais il n'y a pas que là-dessus. Ça veut dire d'une part, il faut peut-être distinguer parfois des solutions qui sont en termes d'hébergement et parfois des solutions en termes de logement, parce que je crois qu'il y a des territoires, il y a des secteurs dans une ville qui peuvent avoir une évolution de vie. C'est-à-dire que la fonctionnalité qui est associée n'est pas forcément éternelle. Et c'est un des enjeux d'ailleurs de la vente d'une partie, de faire vivre, donner un dynamisme au patrimoine HLM d'ailleurs. C'est faire en sorte que le destin d'un quartier ne soit pas toujours d'être dans un statut particulier. Après, ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense au foncier. Mais on l'a plus. Voilà, le foncier qui est scotché sur des grandes opérations. Moi, j'en ai vécu dans mon territoire, où on laisse des hectares et des hectares en jachère, simplement parce qu'on se dit que peut-être dans 10 ans, il y aura un équipement qui viendra ou pas.
il y en a encore un petit peu quand même, hein, ça, pour regarder chez moi, il y en a quelques-uns, eh bien, ça permettrait aussi de vivifier, de redonner des disponibilités en la matière. Voilà. Merci à vous. On n'a pas vu toutes les pistes, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais en tout cas, merci madame, merci messieurs pour ce débat tout à fait passionnant. Le projet de loi de finances est toujours en cours. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Conseil des ministres discute de nos questions. C'est pour ça que Juliette Normandie n'est pas avec nous. Mais justement, à suivre, un débat formidable à suivre. Mille merci à vous. Et Merci. puis, nous allons maintenant entamer le deuxième débat. débat.